Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans À Travers Champs, ravi de vous retrouver en direct dans cette émission, en direct du Salon de l'Agriculture de Paris, au niveau de la porte de Versailles. Nous sommes ensemble pendant 1 heure avec un invité de choix aujourd'hui, Jacques Cheminade, président du parti politique Solidarité et Progrès, sera avec nous, également 3 fois candidat à l'élection présidentielle. Il sera avec nous en plateau, on lui posera toutes les questions qui s'imposent. Les chroniqueurs seront également avec nous, ils défileront pour nous raconter les coulisses de ce Salon de l'Agriculture édition 2018. Un jeune producteur de charcuterie, Mathieu, sera également en plateau pour nous présenter ses produits. Bref, plein de bonnes choses dans cette émission et ça commence maintenant. Et on commence tout de suite avec Patrick Urban. Bonjour Patrick. Bonjour Jordan. On revient avec vous sur la journée d'hier, très chargée notamment avec le concours général agricole qui s'est poursuivi et les résultats du concours modèle Allure pour les races équines. Oui, vous avez raison de le préciser, Jordan. Hier, la journée a été chargée pour le concours agricole général. Et ça a commencé avec les chevaux ardennais et boulonnais qui ont été jugés pour leur morphologie, mais aussi leur déplacement au pas et au trot. Pour la première espèce, à savoir les ardennais, Vicky de Vallon a remporté le concours dans la catégorie de grande taille, tandis que Belle de Brainville est arrivée première dans la catégorie des petites tailles. Pour la seconde catégorie, à savoir les boulonnais, le groupement agricole d'exploitation en commun de l'écurie, c'est comme ça qu'elle se prénomme, a vu 2 de ses chevaux terminer sur le podium. Bravo à Rikita qui a terminé en première position et Emma en 3e position. Et les races ovines et bovines étaient également à l'honneur hier. Oui, exactement. Bravo à Délice, grande championne au concours des bovins de race rouge flamande, et aussi à Stell Jeffa, quant à elle, grande championne de la race Primolstein. Concernant le concours ovin, le groupe agricole d'exploitation en commun dénommé Charbonnier est le grand vainqueur pour le concours consacré aux races dites rouges de l'Ouest. Il a réussi à placer 3 de ses pets dans différentes catégories. En première et 3e position pour les mâles tondus de la première section, mais aussi une autre première place pour les mâles tondus de la 2e section. Pour connaître en détail les autres résultats des concours qui se sont déroulés hier, notamment pour les races Suffolk, Bleu du Maine et Charmoise, il y a un site internet. Rendez-vous sur le site internet www.agricole-concours.com, rubrique palmarès. Merci Patrick pour ces informations. On vous retrouve demain ? Oui. Et bien à demain demain Patrick. On accueille maintenant Dimitri Hainaut. Bonjour Dimitri. Bonjour Jordan. Vous allez nous faire un petit focus aujourd'hui, focus salon. Vous avez d'ailleurs amené un invité avec vous. Je ne suis pas venu tout seul exactement, je suis accompagné de Cyril Néveau. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Et vous-même? Alors vous êtes venu accompagner vous aussi, puisqu'on voit sur la table que vous avez des poussins. C'est quoi comme type de poussin? C'est quoi cette race? Qu'est-ce que vous nous avez emmené aujourd'hui? Donc là aujourd'hui j'ai 2 races avec moi, donc des poussins qui sont nés vendredi dernier à notre élevage en Bretagne, et donc on a ramené sur le salon vendredi en fin d'après-midi. Donc ils sont disponibles sur notre stand. Donc aujourd'hui j'ai avec moi 2 races, j'ai de la poule soie, donc les 4 poussins à l'extérieur, et je vous ai pris un petit poussin hollandais. La particularité du hollandais, c'est qu'une fois adulte, ça leur fait un gros pompon blanc sur la tête. Donc on voit dès un jour, la petite, déjà ils ont le petit pompon. Ils ont déjà une petite touffe en haut de la tête. C'est ça. Et en poule soie, j'ai pas mal de couleurs, on a une dizaine de couleurs, donc là je vous ai pris 4 couleurs différentes. 4 couleurs différentes. Il y a plusieurs... Vous avez combien à peu près de poussins différents sur votre stand? Aujourd'hui, on a une quinzaine de races. Il y a des races qui n'ont qu'une variété, donc une couleur. On a des races comme la poule soie qui, chez nous, comptent jusqu'à 13 couleurs. Donc on a un choix assez vaste. Et au total, ça fait combien de poussins? Là, on est arrivé avec 750, 2 fois 700, donc on a à peu près 1500 poussins sur le stand. Enfin, ça c'était samedi matin, on en a vendu quelques-uns. Oui, parce que les poussins sont disponibles à l'adoption. Bien sûr. Exactement. Vous vendez que les poussins ou vous vendez aussi le matériel qui est avec? Alors, on a 3 catégories, je dirais même 4. On a la première catégorie, c'est le poussin. On a l'équivalent, mais plus âgé, vers 3 mois et demi, 4 mois. Et tout le matériel qui va avec, plus un petit peu d'insectes qui est notre nouveauté. Et du coup, si on veut s'offrir un poussin, combien ça coûte? Là, on est sur un budget pour les poussins de race issus de notre sélection. On est entre 8 et 20 euros le poussin selon la race. Et vous parlez de sélection, il y a des prix un peu pour les poussins, il y a des reconnaissances? Oui, nous à notre niveau, on est sélectionneur, c'est-à-dire que notre travail, c'est d'améliorer les souches. Donc on est multi-champion de France, on doit avoir à peu près un poussin à 9 titres de champion de France, et depuis l'hiver dernier, on est même champion d'Europe. Belle performance. Merci, mais c'est un gros boulot. C'est un gros boulot, j'imagine. Et où est-ce que votre exploitation se trouve? Vous avez dit en Bretagne, où est-ce qu'on peut vous voir plus précisément? Alors nous, on est dans le sud Bretagne, côté de Vannes, à Surzur exactement. On a un petit magasin à Tex. D'accord.
Très bien. Et donc vous êtes au sein du pavillon 4. On peut trouver votre stand puisqu'on entend juste à côté des poules. C'est ça. Qu'on Il y a le entend concours hurler. avicole qui se trouve dans le hall 4 et nous on est en bordure du concours avicole. Exactement. Et toutes les poules qu'on peut voir et tous les lapins font aussi partie de votre stand ou c'est encore un autre stand? Non, on a l'exposition avicole, donc ce sont tous les éleveurs amateurs qui viennent présenter leurs animaux qui ont été jugés. Et nous, là, on fait essentiellement les championnats de France et les championnats d'Europe. On n'a pas eu le temps de se préparer pour exposer sur le salon de l'agriculture. Donc nous, on a juste notre stand d'à peu près 50 mètres carrés où voilà, nos animaux sont dans ce stand-là. Et vous avez évidemment d'autres animaux en dehors des poussins. C'est ça. Vous avez quoi? Donc là, aujourd'hui, on a toutes nos spécialités qu'on démarre à la vente. Ça, après 3 ans de travail, on démarre avec des phasmes feuilles, des phasmes bâtons. On a aussi un petit peu de montres religieuses, des mille-pattes, des hules. Donc voilà, j'invite tous les intéressés, les curieux à venir rencontrer tous ces animaux sur notre stand. Et puis on pourra évidemment éventuellement vous revoir au cours de la semaine avec ce genre d'animaux autres que les poussins. Avec plaisir. C'est votre combienième salon à titre personnel? Aujourd'hui, c'est mon 4e salon. 4e salon. Eh bien écoutez, moi personnellement, je vous souhaite un très bon salon. Merci. Merci d'avoir fait le déplacement avec vos poussins et puis bonne plaisir. journée. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous et merci Dimitri. Et on se retrouve peut-être Demain, oui, demain je suis là. avec plaisir. Demain, plaisir et bonne humeur. Exactement. Le temps de marquer une petite respiration. On se retrouve juste après cette petite pause avec Jacques Cheminade qui sera avec nous, le président de Solidarité et Progrès. On se retrouve après cette petite respiration. De retour dans À travers champs avec notre invité qui nous a rejoint. Bonjour Jacques Cheminade. Oui, bonjour. On est ravis. Bonjour le siècle vert. On est ravis de vous accueillir ici. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Non, merci à vous, au contraire. Alors, on rappelle, vous êtes président de Solidarité et Progrès, un parti politique de gauche, on peut le dire. On peut dire de progrès et de solidarité que l'un ne va pas sans l'autre. Eh ben, on va peut-être et sûrement même développer ça dans l'interview un peu plus tard dans l'émission. Mais je voudrais vous présenter Camille Garcette. Bonjour. Bonjour. Camille Garcette qui a une particularité, vous allez voir tout de suite, c'est-à-dire qu'il fait les présentations de nos invités en rappant. Alors, vous allez En voir. rappant, pas en slamant. Exactement, je ne sais pas si vous êtes un peu mélomane, voilà, si vous appréciez le rap. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de résumer ce que vous avez fait ces dernières années tout en le rappant. Donc voilà, il y aura une instrumentale et je vais essayer de développer. Faites attention et peut-être vous reconnaîtrez certaines choses que vous avez faites, etc. On verra. Et alors, je ne vous explique pas, Camille rencontre un succès depuis le début du salon, c'est Non, incroyable. On le arrêtez, prend en c'est photo, c'est faux. les vidéos, les C'est tweets. totalement faux. Il a- Je ne suis pas d'accord avec vous. Il est modeste, mais il a 2 doigts de signer des autographes. Ça va peut-être arriver. Camille, du coup, je te laisse Merci. commencer. C'est à toi. Merci. J'espère que vous êtes un peu taquin, monsieur Cheminade. J'espère bien. Je peux avoir un peu le son. Ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre à Paris. Vous êtes venu faire un tour dans mon école de journalisme. Deuxième rencontre, c'est sur un plateau télé. Jacques Cheminade, laissez-moi vous résumer. Argentin de naissance, Argentin de naissance, la France est votre préférence pour une carrière politique. Ouais, c'est vrai que c'est plus tendance, votre personnalité est sans pareil, d'ailleurs tout comme vos idées présidentielles. Celle de votre campagne était originale. Disons que la presse a tourné ça façon paranormale. La paix dans le monde, ouais, je trouve ça génial. L'appliquer en politique reste un idéal. La tête dans les nuages, vous vouliez aller sur Mars. C'est la première fois qu'un candidat concurrence la NASA. Coloniser la planète où chacun ses projets. Mais pendant la campagne, ça n'a pas fait son effet. On vous a pas laissé la parole, mais c'est là le hic. J'ai cru que pendant les débats, vous étiez dans le public. Vous êtes quand même dans le top. Vous battez des records, mais dommage que ce soit dans les plus mauvais scores. 0,2% au présidentiel. Disons que vous n'avez pas exploité tout votre potentiel depuis 95 à toutes les élections. Devenir président, on dirait que c'est votre mission. Quand c'est pas les mandats, c'est les votes qui font défaut. Mais lâchez pas l'affaire, persévérer est le maître mot. Hey, persévérer est le maître mot. Camille Garcette, on peut l'applaudir. Merci à vous. Ce que savent pas les gens, c'est que la politique, c'est le monde de l'argent. C'est vrai. Alors, Et voilà, vous défendez des vraies valeurs et c'est ça que j'apprécie chez vous. Je trouvais ça vraiment intéressant. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que pour une campagne présidentielle, quand on a réuni les signatures, on donnait 1 million de francs en 1965. Aujourd'hui, c'est 150 000 euros. Oui. C'est-à-dire qu'on a verrouillé, fermé le jeu, et ça, c'est le principal, par l'argent. Aujourd'hui,
1 million de francs en 1965, il faudrait donner à chaque candidat au départ 1 200 000, 1 300 000 euros pour faire ce qu'il a à faire. Sans ça, c'est le monde de l'argent, c'est ceux qui ont de l'argent pour qui ça marche. On aura l'occasion d'en parler dans la suite de cette émission. Un petit commentaire sur ce rap. Tout était exact? Continuez, tout est Merci exact, beaucoup. mais l'essentiel n'y est pas, comme toujours. Ça marche. beaucoup. Merci à beaucoup, vous, Camille. Jordan. On se retrouve Merci. demain À demain. pour un nouveau rap. Ah, il part déjà. Jacques Cheminade de retour. On accueille maintenant Garance. Bonjour Garance. Bonjour Jordan. On va Bonjour parler, Jacques Cheminade. on va parler de votre parti, Jacques Cheminade, de vos ambitions également. Quels sont vos projets à venir? Et c'est Garance qui va en parler. Alors, vous avez fait 3 campagnes présidentielles depuis 1995. En 2017, l'année dernière, vous réunissez 0,18% des voix. Il est temps de s'arrêter pour vous dans ces campagnes présidentielles? Pas à cause de ça, À cause de quoi? à cause de ce que les autres n'ont pas fait et de mon âge. C'est-à-dire que les autres n'ont pas fait, on a toujours défendu la séparation bancaire, couper les banques en deux. Parce que depuis, disons, 1973 et ensuite, et en particulier depuis 1990, on a fait la Banque universelle, qui est une véritable escroquerie financière pour tout le monde. Bah pourquoi vous persévérez pas là-dedans? Vous Moi, voudriez je pas vous représenter et encore Non, parce affirmer que vos idées j'ai plus une l'âge. autre fois? Et il y a beaucoup de jeunes autour de moi qui vont se manifester et il y aura, c'est une confidence que je vous fais, mais c'est une fausse confidence, avant la prochaine échéance présidentielle, avant 2022, il va y avoir beaucoup de choses très importantes qui vont se passer dans le monde, en particulier dans le domaine de l'eau et dans le domaine agricole. Réflexion d'autres choses. Et on est dans une situation dans le monde de risque de guerre aujourd'hui, que les gens négligent complètement et dont on ne leur parle pas. Alors vous parliez d'argent tout à l'heure, vous disiez que les présidentielles étaient bloquées par l'argent. Combien d'argent, ça vous a fait perdre, toutes ces campagnes présidentielles? Ah, beaucoup. Ça m'a fait perdre, je dois dire, le petit héritage familial que j'avais. J'ai tout perdu. Et il n'y a pas un moment où vous vous Mais êtes j'ai dit beaucoup c'est gagné. trop? J'ai beaucoup gagné parce qu'on a fait réussir, à travers les présidentielles, à faire passer un certain nombre d'idées, dont Vous la pensez qu'elles sont principale... vraiment passées, ces idées, Ah ben, auprès des Français? elles s'intéressaient déjà depuis 2012, puisque j'ai rencontré Emmanuel Macron à l'Élysée, on le sait maintenant, sur la séparation bancaire. Et il n'a pas pu la faire parce qu'il disait les banques sont trop puissantes, on ne peut pas aller contre elles. Elles lui ont été reconnaissantes et sa campagne a été financée par ces milieux de l'argent. Maintenant, il s'agit de voir s'il est capable de s'en détacher. Vous pensez qu'il en est capable? Je ne sais pas. C'est Vous à lui de attendez de voir? décider, c'est pas à moi. Moi, je mets la pression sur lui pour que ça se passe. Et la pression sans complaisance. Alors vous pensiez vraiment pouvoir être élu ou vous vouliez juste présenter vos idées à la France? Non, je ne pensais pas pouvoir être élu, bien sûr. Avec peu d'argent, on ne peut pas être élu. Vous pensez que Présent- l'argent c'est Ah oui. obligatoire pour gagner une élection Ah présidentielle? oui, bien sûr. Et Bien pourquoi, sûr, hélas. pourquoi pas continuer sur les Parce législatives? que faire Vous une, aviez- vous faire une aviez réunion reproché- publique, ça coûte entre 100 et 200 000 euros. Vous avez Bon, reproché nous, on à a Jean-Luc dépensé 400 Mélenchon 000 euros. de s'être ensuite présenté aux législatives. Pourquoi vous ne l'avez pas fait, par exemple? Parce que les législatives, pour moi, c'est quelque chose qui doit ressortir des gens qui sont implantés localement, qui ont une vie locale. Moi, je ne le suis pas. C'est un Nous avons des jeunes parachutage, qui ce l'ont. que Jean-Luc Mélenchon Non. a fait? Alors, pas tout à fait, parce que Marseille, c'est très particulier et que M. Guérini et M. Godin ouvraient un territoire nouveau. Et j'ai des amis à Marseille, dans un théâtre, le théâtre Tourski, auquel je vais aller. Donc, à Marseille, j'ai une certaine idée. Mais dans le domaine de la culture et dans le domaine de l'économie, Mélenchon a décidé de se lancer en politique. Alors, avec une grande contradiction, il y a des choses... C'est quoi de la juste- contradiction? Ah, il exige des mesures sociales, des mesures de justice qui sont parfaitement normales et il se bat pour ça et certains de ses députés se battent pour ça. D'ailleurs, certains d'entre eux ont fait présenter la loi de séparation bancaire que nous avions élaborée comme Vous en un êtes amendement. fier qu'il l'ait présenté? Comme un amendement. L'amendement a été rejeté, bien entendu, mais ça montre qu'on est prêt à collaborer avec... Vous pourriez différents collaborer intérêts. avec la France Insoumise, par exemple? Entre autres, oui, mais pas seulement. Je crois qu'il y a des députés de la République En Marche qui vont s'apercevoir dans quoi où ils sont et qui vont adopter des positions très intéressantes. Donc il y a même à LR. La séparation bancaire, c'est quelque chose qui est au-dessus de la politique habituelle, de la politique politicienne. Alors là où Mélenchon me paraît un problème, c'est quand le 11 mars, il veut manifester contre le nucléaire, contre la science et les découvertes de la science. Pour moi, quand on est révolutionnaire C'est pas possible révolutionnaire pour vous aussi dans la aujourd'hui science. d'arrêter le nucléaire?
Non, on ne peut pas arrêter le nucléaire, ce n'est pas possible. C'est un instrument de développement. Ah, le nucléaire, ce n'est pas l'EPR de Flamanville, hein. Ce n'est pas quelque chose à un moment donné. C'est quelque chose qu'on domine avec des technologies de plus en plus avancées et des découvertes. Pour moi, c'est la fusion thermonucléaire contrôlée, qui sera un besoin pour la production d'énergie, mais aussi pour, et on reparlera de l'espace, si on veut aller dans l'espace, il faudra aller vite, il faudra la propulsion par la fusion thermonucléaire. Parce que ça tient moins de place. Ça va Et plus quand vite. est-ce qu'on ira dans l'espace? Je ne sais pas. Ça Mars, dépend. c'est pour quand? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Elon Musk en fait des tas d'histoires, Jeff Bezos aussi, moi pas. Je dis, il faut s'y mettre. Et au fur et à mesure qu'on s'y met, on découvre des choses. Et l'intérêt de l'espace, c'est que vous devez découvrir. Si vous ne découvrez pas, vous avancez pas. Quand vous parlez d'espace, Monsieur Cheminade, vous avez l'impression d'être un précurseur. Vous en avez parlé Pas du tout. dès 2012. Pas Est-ce du que vous tout. avez l'impression Pas du tout. d'être un précurseur Pas dans du le tout. sujet? Les agriculteurs ont des satellites qui les informent sur ce qui se passe dans leur culture. Et quand il y a de grandes surfaces, ça sera les satellites, de moindres surfaces, ça sera les drones. Donc les agriculteurs savent très bien ce que l'espace veut dire. Maintenant, il y a un espace qui va au-delà, qui est l'exploration. On dit la conquête spatiale, j'aime pas ce mot-là. C'est l'exploration qui pour moi est très importante, comme en agriculture. On explore toutes les technologies de l'avenir, on explore le numérique, on explore tout ce qui est la robotique. Il y a des choses formidables qui sont faites. J'ai un ami qui a fait le robot Pumagri, qui est usage multiple, c'est la CITA. C'est très très intéressant. C'est M. Le Goff en Bretagne. C'est quelqu'un de très intéressant, très créateur. Alors concernant justement l'exploration spatiale, en décembre dernier, vous avez dit que Donald Trump s'était inspiré de vous et de vos idées pour sa campagne Je n'ai jamais dit présidentielle. ça. J'ai dit que ce qu'a dit Donald Trump sur l'espace, était c'est un peu quelque calqué sur votre chose discours. qui allait dans le même sens. Je me dis qu'il s'était inspiré, non, je ne suis pas quand même assez fou pour le penser. Mais Donald Trump va dans ce sens-là parce qu'il est obligé. Il y a une opinion, ce n'est pas que Donald Trump soit quelqu'un d'extraordinaire, loin de là, mais il est obligé d'aller dans ce sens-là. Il a fait ça pour gagner les élections, vous pensez, ou Non. il a des vraies convictions? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il a une certaine conviction, comme un homme d'affaires, qui a des affaires à faire là-dedans. C'est sa vision à lui. Mais mieux vaut ça que toutes les coupes faites dans le budget de la NASA par les présidents précédents. Alors, évidemment, il veut faire ça avec le privé. Ça ne marche pas, hein, l'espace, avec le privé. C'est là que je suis complètement opposé à cette conception-là. Elon Musk, vous pensez justement qu'il ne va pas réussir dans l'espace? C'est privé. Non, le privé ne peut pas réussir dans l'espace, il peut apporter un élément intéressant. Mais il faut que ce soit, d'une part, les États, le public, et plusieurs États ensemble. L'espace, ça sera pour les objectifs communs de l'humanité, comme l'économie bleue, l'économie de la mer, comme le développement de l'Afrique. On ne peut pas le faire un seul. La France-Afrique, c'est fini. Mais il faut se mettre en Afrique avec plusieurs pays pour donner aux Africains les éléments qui leur permettent de se développer et d'accroître leur intervention dans le monde. Et pour moi, l'Afrique, si ça marche, c'est la Chine de l'avenir. Donc En vous mieux, pensez en qu'il mieux. faut faire, par exemple, peut-être une union des Nations Unies, par exemple, pour Ça la serait conquête de l'idéal. l'espace? Ça serait l'idéal, mais Et l'idéal c'est est pas un peu réel. paradoxal de demander ça alors que vous êtes contre l'OTAN, vous êtes contre l'Union européenne, vous voulez en Ah sortir? bah, au contraire. C'est pas un peu paradoxal tout Pourquoi ça? l'OTAN, c'est une institution de la guerre froide. La guerre froide est finie. C'est la symbolique L'OTAN, il derrière qui faudrait vous tirer un dérange? trait dessus. On n'a pas tiré un trait dessus. Et on a poussé l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie, alors qu'on avait promis aux Russes qu'on ne le ferait qu'en Allemagne, toute l'Allemagne, hein, donc en Allemagne de l'Est. Hein. Les Russes avaient accepté, Gorbatchev avait accepté, non, on va plus loin. Et après, on s'étonne que les Russes ne soient pas contents. Poutine avait tendu la main à l'Europe dans les années 2000. Vous tendriez plus la 2020. main à Vladimir Poutine, vous? Non, c'est pas tendre la main, c'est faire des choses ensemble et voir comment on peut. Il faut être pratique, il faut être pragmatique. Les Chinois le font, et ils le font de façon intelligente. Le discours La du France ne président, fait pas assez pour vous? la travailler avec les France autres pays, n'a notamment la pas Russie? assez conscience de son rôle et de sa puissance. Emmanuel Macron l'a dans un certain sens. C'est ce qui plaît d'ailleurs dans Macron. Ce qui plaît moins, c'est qu'il pense qu'il peut passer par le monde de la finance pour le faire. Et là, il y a une contradiction fondamentale. Il faut combattre ce monde de la finance et faire autre chose. Prenons un agriculteur. Si un agriculteur veut avoir un avenir, il faut qu'une nouvelle PAC le lui donne. Et cette nouvelle PAC doit être en même temps productive, elle doit être en même temps environnementale, et elle doit être en même temps quelque chose qui assure un juste prix. Donc C'est pas la France, direction dans laquelle on est va. trop attachée à l'argent pour le moment pour pouvoir évoluer dans un sens où elle peut travailler avec les autres? Qui C'est est ça? trop La attaché France. La France est trop attachée au court terme et pas assez à une vision voit de pas long assez terme. loin.
Alors, évidemment, en parole, il y a eu un discours très intéressant à Xi'an, en Chine, d'Emmanuel Macron. Très intéressant. Mais après, on voit Bruno Le Maire qui va aux États-Unis et qui vient dire « Venez, venez en France, vous les financiers, j'ai un message pour vous. Venez en France, on a changé le code du travail et c'est plus pareil. On vous accueille, on aime la finance. » Ben non, ça ne va pas, il y a une contradiction là. Merci Garance. Merci, Jacques Jordan. Cheminade. Merci beaucoup. Merci à vous. On va passer à la deuxième partie de cette interview, si vous voulez bien, Jacques Cheminade, Ah ben, je veux toujours. avec Lucas Pierre qui nous a rejoint. Bonjour Lucas. Bonjour Jordan. Jacques Cheminade est à Bonjour. vous. Bonjour Jacques Cheminade. Ah, tout à fait quand même. Restons modérés. Est-ce que vous avez suivi hier l'annonce d'Édouard Philippe par rapport aux réformes de la SNCF? Oui, pas dans le détail, mais oui dans l'ensemble. Parce que sur Twitter, hier soir, vous avez tweeté Oui, bien justement et vous avez donc Je vois que annoncé, vous me suivez, c'est bien. vous avez annoncé soutenir Jérémy Corbyn pour la renationalisation des Oui. rails en Grande-Bretagne. Et vous avez dit ensuite, je cite, chez nous, Emmanuel Macron dégaine les ordonnances contre les cheminots et le service public. On ferme les petites lignes comme les petits tribunaux, pardon. Ce C'est n'est vrai. pas un signe de grandeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, parce que pourquoi vous parlez des petites lignes à ce moment-là en fait? Parce qu'évidemment, on a un retard. Vous savez, les rails, c'est 15 ans en France, et c'est 15 ans en Allemagne, c'est 30 ans en France. Donc il y a un retard dans les petites lignes. Il y a un retard dans tous les travaux sur les petites lignes. Et on a arbitré le TGV contre les petites lignes. Mais pourquoi On vous peut parlez faire de, les pourquoi deux. vous parlez Il de faut faire les fermeture des deux. petites lignes? Pas les petites lignes où il y a 3 ou 20 ou 30 ou 50 personnes par jour. Là, on peut faire autre chose. Mais il faut que certaines de ces petites lignes qui ont leur importance et qui sont dans l'ordre de centaines de Oui, mais- personnes par jour, Oui, mais justement, ça doit être maintenu. mais pourquoi vous parlez d'une fermeture? Parce qu'il n'a pas parlé de fermeture, Édouard Philippe. Si, il y a Non, des justement. fermetures. Non, il Il, n'a pas il parlé. s'est engagé à pas fermer les petites lignes. à Non, ne pas- les très petites seront fermées. Quand il y a 3, 4 ou 10 personnes par jour, il le fera. Donc il s'est engagé. Il y a beaucoup d'engagements qui sont pris et qui ne sont pas tenus en politique. il a- Donc la vous- logique Vous pensez donc qu'il ne tiendra pas ses engagements, Édouard Philippe? qu'il... Vous pensez qu'il ne tiendra pas ses engagements? Je pense que celui-là, non. Et qu'il ne peut pas le tenir dans le cadre du système financier actuel. Ce n'est pas la faute d'Édouard Philippe, c'est la faute du système dans lequel il accepte de s'insérer. C'est très différent. Édouard Philippe est un homme estimable, mais dans un système qui ne l'est pas. Pourtant, il dit ne pas suivre le rapport de Jean-Cyril Spinetta. C'est lui qui parle de la fermeture des petites lignes. Il dit, je cite, « On ne décide pas la fermeture de 9000 km de lignes depuis Paris sur des critères administratifs et comptables. » Vous ne pensez pas qu'il va effectivement... C'est très bien, je suis d'accord Oui, sur la façon dont il s'exprime, mais on verra bien. Je pense qu'il y a un effort à faire en milieu rural pour maintenir certaines de ces lignes, vis-à-vis des régions, et en milieu urbain. En milieu Vis-à-vis des urbain, régions, on est parce très que en retard. un effort à faire vis-à-vis des régions, parce que ce sont Oui, les bien sûr, régions on peut qui pas, financent. et on ne peut pas faire financer par les régions exclusivement ou par les départements, qu'on va peut-être supprimer, ces petites lignes. Non, ça doit être une ambition nationale Et au niveau et de la question, européenne. au niveau de la question des cheminots, qu'est-ce que vous pensez du coup de son annonce par rapport aux cheminots? Ben, je pense qu'il est toujours très dangereux de laisser le statut à ceux qui sont là et pas le donner à ceux qui viennent. Donc cette distinction est très dangereuse. Donc vous êtes pour qu'on le supprime ce statut ou pour Non. qu'on ne recrute plus au statut? Non, je suis pour qu'on garde un statut, mais qu'on le garde aux conditions actuelles. C'est-à-dire qu'on voit dans les différentes contraintes qui sont celles des cheminots. Et un cheminot, c'est très dur. Vous avez plusieurs semaines dans l'année hors de la famille. Vous avez des heures d'astreinte. Vous avez toutes des choses qui sont très dures. Ça mérite un statut et la SNCF, c'est un service public. Donc vous souhaitez, Donc il faut maintenir ce statut. vous souhaitez le maintenir, Oui. le statut. Et Mais vous- maintenir ce statut en adaptant certaines des fonctions aux conditions actuelles. On a eu cet accident de TGV, quand on décès d'un TGV en Alsace. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu réflexion, il n'y a pas eu adaptation, et on n'a pas aidé les gens qui faisaient cette expérimentation, et on n'a pas donné le sens des conditions actuelles. Donc il faut redonner aux gens un sens des conditions actuelles d'exercice de la profession de cheminot. concernant le statut des cheminots, il y a une grève qui est prévue donc d'un mois maintenant Oui. pour que le gouvernement plie. Il a dit qu'il faudrait un mois de grève, c'est différent. Voilà, un mois de grève, et elle serait probablement avancée au 14 mars. Est-ce que vous soutiendrez cette La grève? CFDT a dit le 14 mars. Après, on a vu le 22, oui, je soutiens cette grève dans les conditions actuelles parce qu'il faut défendre le service public. Alors, évidemment, on peut tenir de très belles paroles, on peut dire ce qui est en retard parce que notre service public n'a pas bien fonctionné. Mais que le service public n'ait pas bien fonctionné, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer le service public. Au contraire, il faut qu'il fonctionne bien. Merci Jacques Cheminade. Merci Lucas Pierre. Merci.
troisième partie de cette interview, Jacques Cheminade. On va se concentrer un peu plus sur le monde agricole. Après tout, on est au salon de l'agriculture. Je rappelle aux personnes qui nous regardent que vous pouvez réagir sur Twitter, hashtag fréquence ESJ, et poser toutes vos questions à Monsieur Cheminade qui est en plateau ici avec nous. Yanis Darras Bonjour Jordan. nous a rejoint en plateau. Bonjour Jacques Cheminade. Bonjour. Alors Yanis, on parle actuellement d'un possible accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur concernant l'interdiction du glyphosate. En 2021, l'avenir de certains agricultures, du coup, semble de plus en plus incertain. Exactement Jordan. Donc en fait, le salon de l'agriculture cette année est marqué par l'inquiétude grandissante des éleveurs français de bovins qui voient l'arrivée massive donc de viande bovine sud-américaine comme un mauvais sort en tout cas. Si en tout cas, c'est pas encore sûr, ça arrivera si un accord entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud est trouvé, en tout cas le Mercosur. Est-ce qu'ils ont raison de craindre cet afflux massif? Oui, bien sûr qu'ils ont raison. Je suis né en Argentine, donc je suis bien placé pour vous en parler. En effet, je suis né en Argentine à un moment où on mangeait des beefsteaks de 300 à 500 grammes. Donc il y avait beaucoup de viande. Donc il y a des conditions de production de viande ne sont pas les mêmes qu'ici. Et en plus, le plus grave, c'est les normes. C'est-à-dire qu'il y a des normes d'hygiène, des normes sanitaires, des normes. Est-ce que l'Europe peut diverses qui exiger, sont pas- est-ce que l'Union européenne doit exiger aujourd'hui que la viande importée donc d'Amérique du Sud respecte nos standards européens, donc nos normes et surtout nos règles d'hygiène? Elle devrait, et ça aiderait les pays sud-américains eux-mêmes, parce que ces normes seraient au profit de leur propre population. Donc il faudrait négocier dans ce sens et convaincre et parler au peuple de ces pays pour leur dire l'intérêt de la chose. Ceci dit, si on ne produit pas assez de viande, et c'est un fait, c'est pas parce qu'il y a le Mercosur, c'est parce qu'on n'a pas prévu tout un système dans l'Union européenne pour que les éleveurs soient suffisamment dans une situation de rentabilité pour faire leur viande. Donc c'est quoi ce futur possible accord? C'est quoi? C'est la défaillance de l'Union européenne? Ça montre sa défaillance? L'Union européenne, Son inaction, peut-être, son inaction même. l'Union on pourrait le dire. européenne est devenue, excusez-moi de le dire, une entreprise de faux-monnayeurs dirigée par la Banque Centrale Européenne et Mario Draghi, qui est un très curieux personnage. Donc on ne peut pas penser qu'une chose comme ça va décider quelque chose de juste. Il y a des gens très valables dans les services de la Commission, des gens qui font des études très intéressantes, mais ce n'est pas ce qui dirige l'Union européenne. Ce qui dirige l'Union européenne, c'est une adaptation à un système financier mondialisé. Et ce traité du Mercosur, c'est une adaptation dans le monde agricole du système financier mondialisé. Donc Et ça je peut suis pas être contre. une bonne chose pour nos agriculteurs? Non, je pense certainement pas. C'est comme la volaille brésilienne, c'est la même chose. Parce que ça nous permettrait quand même du coup d'exporter du vin, du lait aussi, des voitures même. Non. Donc ça a quand même des effets positifs, pas forcément sur le secteur de l'agriculture, mais sur d'autres secteurs. Donc l'accord entre Non. le Mercosur et l'Union, c'est pas une bonne chose pour vous? Non, c'est pas une bonne chose. Peut-être, parce que est-ce c'est qu'il pas faut le fait. repenser peut-être C'est alors? pas- Il faut repenser ce type d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on va faire du tout d'accord, au contraire. Mais l'accord CETA, l'accord TAFTA ou l'accord Mercosur, c'est des accords faits sur des bases qui ne sont pas les bases d'un développement, d'un juste commerce équitable international. Et c'est le reflet d'une situation où il y a une véritable dictature financière du court terme dans le monde et pas. C'est un accord court-termiste pour vous? C'est un accord qui est le reflet du court terme dans le domaine des prix agricoles, oui. Alors, autre sujet d'inquiétude pour les agriculteurs, c'est le glyphosate, bien sûr, son interdiction donc dans 3 ans. Ah. Et est-ce que le délai est trop court? Est-ce que 3 ans, c'est trop court? Alors, j'ai lu les rapports sur le glyphosate. J'ai lu le rapport, j'ai ici, Samsel-Semeft. C'est un rapport qui a été fait sur le glyphosate. On attaque le glyphosate avec une série de corrélations qui sont inquiétantes, mais qui ne sont pas probantes. Donc, il faut voir de plus près. Il y a des études complémentaires à faire. Et se dire, au bout de 3 ans... nombreuses études ont déjà été réalisées. Oui, mais c'est des études toutes dans un certain contexte de doute sur la chimie dans l'agriculture. Donc, il faut faire des études plus sérieuses et plus approfondies. On a des tas de corrélations, mais une corrélation, ça ne prouve rien. Je peux vous faire des corrélations prouvant que l'élevage des poulets en Afrique du Sud, c'est lié aux chômeurs en France. Et parce que les courbes sont les mêmes. Donc, ça ne marche pas, les corrélations. Ça ne suffit pas. Donc, pour le glyphosate, se dire, on sort dans 3 ans, alors que l'Europe dit, sur des délais beaucoup plus longs, on étudie la sortie. Donc on ne peut pas faire les malins sur des sujets comme ça. Il ne faut pas. Pour essayer de s'attirer un suffrage écologique populaire qui est orienté vis-à-vis de ces études qui ont essayé de prouver que le glyphosate, qu'on utilise depuis plus de 40 ans, est un danger pour la santé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'étudier, continuer à l'étudier, peut-être l'interdire un jour. Mais il faut des choses plus probantes que ce qu'on a aujourd'hui. Merci Yanis Darras.
Jacques Cheminade, merci d'avoir beaucoup. été avec nous. Quel est le programme de la journée là? Vous allez rester sur le salon? Ah oui, bien sûr. Vous allez J'étais rendre déjà visite à- hier. Vous étiez déjà hier. 2 jours, c'est le minimum pour Hier, rendre j'ai vu visite. des choses que les autres ne voient pas d'habitude. Les maisons familiales rurales, Oui. tout l'enseignement agricole privé, les Mhm. réseaux d'enseignement privé, et les fermes interconnectées. Tout ce qui est le futur qui vient dans l'agriculture. C'est ça qui m'intéresse. On l'a Et comment compris. on peut le maîtriser en faveur des producteurs. On l'a bien compris. Donc vous étiez là hier, vous êtes là aujourd'hui. 2 jours, c'est le Aujourd'hui, je minimum. verrai l'outre-mer. Ah, parfait. Donc un peu de D'autres soleil, n'y sont pas allés. un peu de soleil et de chaleur avec cette Le météo. soleil, un on peu- l'a. Je La- préfère le soleil et le froid à la fausse chaleur. Ça marche. En tout cas, petite question. Florian Philippot, chef de file du parti Les Patriotes, sera avec nous demain, à votre place, dans ce canapé. Est-ce que vous avez un message à lui transmettre, peut-être? Oh, il avait dit, dans une émission, je rencontrais, ce que vous avez dit sur Marine Le Pen n'est pas bien. J'avais dit qu'elle avait été dansée et valsée avec des gens qui étaient des fascistes en Autriche. Donc c'était pas bien. Ah, c'est pas bien de dire ça, c'est qu'un détail. Moi, je vais nettoyer le Front National, j'en ferai quelque chose de présentable, quelque chose de bien. Ben voilà, Il a échoué? le résultat n'est pas là. Il a échoué, selon Il a vous? échoué et lui-même, disons, fait partie de ces politiques qui, à mon sens, sont trop imbus d'eux-mêmes et pas assez du service qu'ils peuvent rendre à la nation. Merci Jacques Cheminade. Merci On vous beaucoup. souhaite une très bonne journée. Quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes après une petite pause. À tout de suite. De retour dans À travers champs avec Jérémy Richalet qui vient de nous rejoindre. Bonjour Jérémy. Bonjour Jordan. Alors Jérémy, vous nous présentez tous les jours des innovations technologiques mises à disposition du monde de l'agriculture. Et ce matin, vous venez nous parler d'une plateforme de prêt participatif, Agriland. Vous êtes d'ailleurs venu avec un invité, monsieur Lionel Lasserie d'Agriland. Bonjour. Alors, racontez-nous un peu. Alors, d'une plateforme de prêt participatif, oui, mais pas n'importe laquelle, puisque Agriland est tout simplement la première plateforme de prêt participatif, qu'on appelle aussi crowdlending en anglais, à être dédiée à la filière agricole et qui a vu le jour en septembre dernier. Elle propose d'une part à tous les acteurs du monde agricole un financement de leurs projets et d'autre part donc à des particuliers de financer ces mêmes projets, toujours dans le but de développer la filière agricole. Lionel Lasserie, vous êtes cofondateur de Agriland. C'est ça, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer dans les grandes lignes de quelle manière fonctionne votre plateforme? Alors l'idée pour nous, c'est de réunir des projets agricoles qui ont des besoins de financement en complément du financement bancaire traditionnel pour le proposer à nos prêteurs. Nos prêteurs, c'est qui? Ce sont des particuliers qui ont envie de prêter à partir de 50 € à des projets et récupérer un taux d'intérêt avec un remboursement mensuel. Le particulier, en fait, devient une banque. Ok, alors et à partir de combien on peut prêter d'une part et jusqu'à combien les agriculteurs peuvent emprunter pour leur projet? Alors, du côté des emprunteurs, des agriculteurs, ils peuvent emprunter à partir de 20 000 € et jusqu'à 1 million d'euros sur notre plateforme. Et les prêteurs, eux, donc, peuvent prêter à partir de 50 € et jusqu'à 2 000 € par projet. Et donc aujourd'hui, vous vous posez comme un peu une alternative au financement traditionnel. Quels sont vos atouts par rapport aux banques qui proposent des financements Pour être plus précis, notre idée, c'est pas d'être un financement alternatif, mais complémentaire. D'accord. Comme je vous disais, l'idée, c'est de travailler avec la banque pour les cas où elle ne pourrait pas financer 100% d'un projet et qu'un agriculteur, lui, déciderait pour sa part de ne pas mettre son capital ou alors tout simplement qu'il n'ait pas cette possibilité de le faire. C'est une solution qui arrive en complément du coup. Exactement. Quand une banque va financer à 85, 90, 95%, on peut être là pour le complément. L'idée, nous, c'est que notre offre, elle est sans caution ni garantie. Et donc, ça permet justement de travailler avec la banque sans la démunir de ses garanties. Donc Agriland est une startup récente, on l'a dit, ça a vu le jour en septembre dernier. Qu'est-ce qui vous a motivé à adapter le crowdlending à l'agriculture justement? Alors plusieurs choses. Déjà, il y a 3 ans, le cadre réglementaire s'est assoupli. Ça a permis à des plateformes de crowdlending d'exister. Ça nous donne des statuts. On est inscrit à l'ORIAS, régulé par l'autorité des marchés financiers. Et ensuite, l'agriculture a des besoins. Elle est en cours de développement important, elle évolue. Et du coup, elle a besoin d'argent pour ses transformations. Il y avait un vrai trou dans la raquette à ce niveau-là. Et notre idée à nous, c'est de le combler. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous parler d'un projet qui a été réalisé avec succès ou qui est en cours de financement? Bien sûr, on a 2 projets dont je pourrais vous parler. Un agriculteur en Seine-et-Marne qui avait besoin d'aide pour l'achat d'un épandeur agricole, donc à presque 500 000 €. Il a emprunté 40 000 € chez nous, qu'on lui a financé avec succès en fin d'année passée. Et là, on aide une dame qui fait de la culture raisonnée de tomates à l'ancienne dans le sud-est, qui nous a demandé 24 000 €. La collecte est déjà un succès. Est-ce qu'à partir de ces projets, est-ce que vous arrivez à établir un espèce de prêteur type s'il existe? Alors justement, il n'en existe pas. On a autant d'hommes que de femmes, autant de moins de 40 ans que de plus de 40 ans. C'est à peu près une frontière. Et on a, on va dire, 20% de Parisiens et 80% de Français.
C'est une question qu'on pose régulièrement par rapport aux nouvelles technologies adaptées à l'agriculture. Est-ce que vous ne pensez pas que toutes ces innovations ne sont dédiées qu'aux jeunes agriculteurs et que les plus anciens, entre guillemets, sont un peu réticents? Alors, on pourrait penser que oui, mais la réalité, c'est que les emprunteurs qui viennent nous voir aujourd'hui ne sont pas des jeunes qui viennent s'installer, et c'est des gens qui ont des vrais besoins. Et donc, imaginons, dernière question, que je veuille financer un projet à hauteur d'une certaine somme et que dans le délai imparti, cette somme ne soit pas entièrement collectée. Qu'advient-elle? Alors, avant la mise en ligne du projet, on décide avec l'emprunteur d'un seuil de réussite, qui est en général pour nous au minimum de 75%, à partir duquel, si on arrive au bout et que la somme n'est pas réunie, on considère que la collecte est un succès. Merci Lionel. On peut peut-être vous retrouver sur Internet pour plus d'informations. Merci à vous. Tout est disponible sur agrilen.fr et sinon en 4B125 au Salon de l'Agriculture. Agrilen.fr, c'est noté. Merci d'être venu. Merci Jérémy. Merci à vous Jordan. On fait une pause très très courte et on parle des pruneaux d'Agen dans quelques instants. À tout de suite. De retour dans la Travers Champ avec Antoine Bourlon qui nous a rejoint. Bonjour Antoine. Bonjour Jordan. C'est maintenant l'heure de votre chronique et vous allez nous parler du fameux pruneau d'Agen aujourd'hui qui trouve sa place au milieu d'autres mets tels que le fromage ou le vin. Oui, bien sûr, et aujourd'hui on reçoit Madame Porès de la maison Roucadil. Donc la maison Roucadil, c'est des producteurs de pruneaux, les célèbres bien sûr pruneaux d'Agen. Et vous nous avez ramené quelques produits. Mais présentez-nous tout simplement ce que vous avez devant vous. Eh bien, on va commencer d'abord par les pruneaux mi-cuits. On fait la récolte août-septembre. On fait des pruneaux, on les ramasse, après on les fait cuire, sécher. Et comme il y en a beaucoup pour toute la récolte, les mi-cuits sont récoltés, on appelle les mi-cuits de la Saint-Luc. D'accord. Parce que comme on ne peut pas tout garder, tout cuire en même temps, les mi-cuits, ils sont cuits 12 heures au lieu de 24 heures. Et ils gardent leur goût du fruit, du pruneau. Et ils sont très moelleux. Et c'est des producteurs qui ne font que pour les prunes dentes, que des pruneaux mi-cuits. D'accord. Voilà, c'est les plus beaux et le calibre est le plus gros. Ces pruneaux mi-cuits, ils ressemblent aux pruneaux qu'on a l'habitude de connaître, mais ceux à côté, ils ont leur petite particularité. On en voit des roses. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous expliquer? Alors après, les pruneaux qui sont séchés et mis en carton et gardés pour toute l'année, on les dénoyote à l'usine, on les dénoyote et après on les enrobe de chocolat. D'accord. Alors on a les enrobés au chocolat noir, les chocolats orange, chocolat blanc et chocolat au lait. Voilà. D'accord. Et la maison Roucadil, comment elle fonctionne? Comment on importe, comment on achète du pruneau? Comment on passe de l'arbre à un produit fini comme celui-là? Alors d'abord, on fait la récolte. Eux, ils ont leur propre propriété où ils font que du bio. Et après, on a 80 producteurs qui amènent leurs pruneaux pour les faire cuire et les transformer. D'accord. Et qu'est-ce qui se... Vous nous avez parlé par exemple du bio. C'est important de se caractériser par du bio, par des pruneaux au chocolat par exemple? Le pruneau au chocolat, et après on peut faire aussi du pruneau fourré, qui est très important, le pruneau fourré. On le dénoyote et avec la pulpe du fruit, on fait de la crème de pruneau et on les fourre à la crème de pruneau. Tout est fait à la main. D'accord. Et après au niveau, comment ça se passe? Vous travaillez en boutique, comment ça se passe quand le pruneau il arrive en boutique? Vous faites de la pub? C'est un produit qui est quand même renommé à l'échelle du territoire. Comment ça se passe? Est-ce que ça se vend facilement le pruneau d'Agen? Non, ça ne se vend pas facilement. C'est vrai? C'est très régional. D'accord. Et comment on arrive justement à développer un peu la marque pruneau d'Agen? On essaye de faire les salons. Les salons, on fait des animations dans les grands magasins parce que tous nos produits sont représentés aussi dans les grands magasins. On fait des animations, les producteurs partent aussi en animation. Il y a les commerciaux aussi parce qu'on a plusieurs boutiques. On ouvre des boutiques. Il y en a une à Agen, Sarlat, Bordeaux, Villeneuve-sur-Lot. Il y en a même une à Paris, dans le 17e arrondissement. Oui. Et la dernière, qui a été ouverte à Paris. Et voilà, on essaye de faire la pub par connaissance aussi, par relation, par les gens qui sont de la région et puis qui s'expatrient tout autour de la France. Quand ils viennent en vacances, D'accord. Ils en ramènent. Et sur ce salon de l'agriculture, donc vous êtes situé au pavillon 3, à quelques pas d'ici. Oui. Vous faites quoi? Vous vendez le pruneau, vous mettez en valeur vos produits. Comment ça se passe sur ce salon? Les gens connaissent déjà la région d'Agen. Le pruneau, il est labellisé, le pruneau d'Agen, de la prune dente.
Et après, ben, on discute avec eux, on leur explique. Voilà, on essaye de leur faire comprendre que le pruneau d'Agen, il ne reste pas beaucoup, quoi. D'accord. Bon, et c'est bon pour la santé. Bon, merci beaucoup. Et on vous invite tout le monde autour de ce plateau et autour de ce salon, même à se rendre au pavillon 3. Donc c'est le stand de Nouvelle-Aquitaine, donc pour acheter des pruneaux et même pour les goûter. Merci Madame Porres pour cette magnifique présentation qui donne envie, forcément. Et on vous donne du coup rendez-vous pavillon 3 pour goûter le fameux pruneau d'Agen. Merci Antoine. Merci Jordan. Et on termine cette émission avec Hugo Franceschi. Bonjour Hugo. Bonjour Jordan. On va parler du programme du jour. Tout simplement, un programme marqué principalement par la venue des politiques. Eh bien, c'est le moins qu'on puisse dire, Jordan, puisqu'aujourd'hui, nous assisterons à un véritable défilé de politiciens. Vous vous rappelez de la venue assez mouvementée d'Emmanuel Macron samedi dernier. Eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui, l'exécutif est en pleine reconquête, puisque le Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé sa venue aujourd'hui. Alors, il sera présent également demain, mais aussi après-demain, c'est-à-dire jeudi. Il viendra en compagnie de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qui viendra pour parler aux jeunes étudiants agricoles. Et il y aura également Muriel Pénicaud, ministre du Travail, qui quant à elle viendra pour parler des métiers d'avenir dans le domaine agricole. Et il me semble que Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, sera également de la partie. Oui, mais attention Jordan, petite précision à ce sujet, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il viendra avec ni plus ni moins que le ministre de la Transition écologique, donc Nicolas Hulot. Alors une chose assez étrange, tant les deux ministres ont pu s'opposer sur divers sujets, notamment sur l'absence de Nicolas Hulot aux États généraux de l'alimentation, mais aussi sur l'utilisation des insecticides dans les productions agricoles. Et du côté de l'opposition, on peut s'attendre à l'arrivée, la venue de certains membres, certaines personnalités politiques ? Eh bien oui, j'ai scruté tous les agendas politiques et je vous jure Jordan que j'ai fait mon travail, mais je n'ai pas réussi à trouver de représentants de la gauche qui viennent aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que le patron du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez, sera présent aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Il sera également là demain, mais en tant que président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors espérons pour lui qu'il se rappellera qu'il est enregistré au Salon de l'Agriculture. Et puisqu'on parle des régions, parlez-nous un peu justement d'un concours, le concours interrégional. Eh bien, cette compétition fait concourir tous les produits et toutes les espèces de toutes les régions de France, rien que ça. Donc au pavillon numéro 1 à partir de midi aujourd'hui, ce sont donc les produits et les espèces vendéens et vendéennes qui seront présentés. Puis à 13h30, toujours au pavillon numéro 1, ce sera au tour de la région nord-ouest de dévoiler l'éventail des espèces ovines, bovines et porcines qu'elle possède. Et pour finir, un petit mot peut-être sur les concours animaliers. Oui, le concours général agricole a continué ce matin, notamment avec la race des porcs de Bayeux qui est présentée en ce moment même, et donc au pavillon numéro 1 pour les petits curieux. Le concours modèle et allure pour les chevaux, alors il repart au grand galop au pavillon 2.1 sur la carrière équine. Les chevaux bretons, les chevaux de trait auxois et les chevaux de trait poitevin seront examinés respectivement à 10h30, 11h30 et midi et demi. Pour ceux que ça intéresse, l'après-midi, sachez que le concours général agricole continuera au pavillon numéro 1 pour les vaches et pour les moutons. Eh bien écoutez, c'était parfait, c'est complet Hugo Franceschi, on se retrouve dès demain. Oui, merci Jordan. À demain. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis aujourd'hui en direct du Salon de l'Agriculture. On se retrouve demain avec deux invités, Florian Philippot, chef de file du parti Les Patriotes, ainsi que Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts. On se retrouve donc demain, on vous attend nombreux, à demain. Ciao.